The first time that he sexually abused me, he whispered in my ear that if I tell anyone, he would kill my mum and dad and my brothers. And he also said that this is what you have to do if you want to be a footballer. On a souvent l'impression que c'est l'athlète la superstar, que c'est lui qui remporte les médailles. Pour les fédérations, c'est pas l'athlète qui a de la valeur, c'est l'entraîneur. Donc quand des entraîneurs, à un moment donné, se retrouvent, ont un savoir-faire réel, ils sont aux manettes. Et si il leur prend le désir d'abuser des personnes qu'ils entraînent, eh bien ça va être très très difficile de les déboulonner. Les abus sexuels dans le sport sont particulièrement nombreux parce qu'il y a un nombre de facteurs qui les facilitent très impressionnant. Il y a des facteurs liés aux individus et des facteurs liés au système, aux institutions sportives et étatiques. En ce qui concerne les individus, il y a le silence dans lequel va s'enfermer la victime. Il y a la position d'autorité des encadrants, et en particulier la position de l'entraîneur, qui fait qu'à un moment donné, on est dans une situation où l'enfant se retrouve pieds et poings liés dans un univers dans lequel la libération de la parole est pratiquement impossible. Donc les abus sont extrêmement facilités. Pour mesurer où on en est un petit peu dans la façon de considérer le sport aujourd'hui, on peut faire un parallèle. Dans les années 50, quand un enfant avait pris une gifle à la maison par sa maîtresse d'école ou son professeur, il en prenait une deuxième à la maison. On lui disait « Oh là là, attention, machin », c'était sacré. Donc voilà, ça se passait comme ça. Aujourd'hui, c'est inconcevable. Bon. Eh bien, c'est la position dans laquelle on en est aujourd'hui vis-à-vis des éducateurs sportifs. On tolère que les éducateurs sportifs rudoient son enfant. On le prenne par l'épaule, l'engueule, lui disent « t'es gros, t'es nul », l'insulte. Pourquoi est-ce qu'on tolère ça aujourd'hui? La mise en place de ce type de recherche n'est pas forcément aisée parce qu'elle manque de moyens, parce qu'on n'a pas forcément l'aval des instances sportives, parce que si on en parle, il y a forcément des cas qui vont sortir du chapeau. Et on n'a pas envie de gérer ça. J'avais commencé à travailler sur cette problématique lorsque je faisais partie de l'équipe d'envoyé spécial en 2009, précisément à l'automne 2008, au moment de l'affaire de Mongeau. Isabelle de Mongeau était une ex numéro 2 du tennis féminin français. C'était une grande dame du tennis féminin français qui a eu beaucoup de succès. Et elle a été abusée par son entraîneur, un homme qui s'appelle Régis de Camaret. Eh bien, malgré cette prise de conscience à l'époque, petit à petit, le soufflet est retombé et on n'a plus parlé de cette problématique. On a fait un petit peu comme si elle n'existait pas. Lorsqu'a explosé l'affaire Nassar aux États-Unis, en 2016, donc je crois qu'aujourd'hui on est à pratiquement 500 plaintes d'abus sexuels de la part de cet ancien médecin de l'équipe olympique, de gymnastique olympique américaine. Et bien quand cette affaire a explosé, je me suis dit il y a quelque chose qui est en train de se passer. Peut-être voilà, ça va être une nouvelle affaire de Mongeau, comme ça s'était passé en 2009. Et au même moment, en Angleterre, il y a eu un article du Guardian dans lequel un ancien footballeur a révélé avoir été lui aussi abusé. Et dans les jours qui ont suivi, il y en a eu 2 autres, et puis 3 autres, et puis 5 autres, 20 autres, etc. C'est ce que l'on voit dans le film, jusqu'à arriver à pratiquement 3000 cas. Donc ces 2 tremblements de terre aux États-Unis et en Angleterre m'ont amené à penser que non seulement la problématique est mondiale, mais que peut-être il allait à un moment donné se passer quelque chose en France, et que c'était le moment pour une chaîne comme Arte, peut-être avec l'ambition qui est la sienne, d'essayer de faire un documentaire, un film global sur cette problématique. Qu'est-ce que c'est qui, dans la culture sportive, fait que ces abus sont aussi nombreux? I feel very sad, because you can see in the eyes how sad I was and how troubled I was. This is not concentration. This was my first international meet, and I was not supposed to be like that. I was supposed to be happy, to be competing for my country. I thought this is going with me to my grave, my secret. Je crois que peut-être le grand public a du mal à comprendre pourquoi il y a cette omerta, et ce terme revient aussi souvent et même aussi fréquemment. J'allais dire, on en parlait déjà en 2009, hein, il y avait déjà des titres dans la presse, il faut briser l'omerta enfin brisé, etc. Bon, donc ça sort. Je pense que ça prend du temps de briser cette omerta, parce qu'elle est énorme, et elle est énorme et puissante,
parce qu'elle est profonde et qu'elle a beaucoup de racines. Elle a des racines au niveau de la victime. La victime n'a aucun intérêt à parler. Je connais, comme tous les spécialistes de cette question, des superstars qui ont été victimes. Tout le milieu le sait. Qu'est-ce qu'elles ont? Pourquoi parleraient-elles? Elles vont revivre les événements, les sponsors vont peut-être les fuir, et puis ensuite, les personnes qu'elles vont accuser vont se défendre. Donc la fédération va en pâtir, ou le club. John Little, l'avocat interviewé dans le documentaire, dit « It's all about medals and money », terme qui est repris aussi par la commission du Sénat américain, qui est repris par Jancy Thompson dans le film. C'est une affaire de médailles et c'est une affaire d'argent. Donc cette omerta, elle est profonde et elle est très difficile à faire bouger parce que c'est tout un système auquel on s'adresse. Je me souviens par exemple de cette anecdote que je recueillais à un moment donné d'une jeune femme qui s'était entraînée dans sa discipline, donc je ne peux pas livrer le nom ici, mais qui s'était entraînée dans sa discipline depuis l'âge de 8 ans. Au point que son corps en était déformé, elle avait été blessée un certain nombre de fois, etc. À l'âge de 16 ans, elle m'expliquait elle-même, mais je n'ai plus d'amis. Toute ma famille compte sur moi à tout sacrifier en termes d'argent, en termes de temps, etc. Mes frères et mes sœurs m'en veulent parce qu'on passait tous les week-ends à me suivre dans les compétitions. Donc j'ai fait ces efforts gigantesques, j'ai mis les études de côté, donc je n'ai pas de plan B. Si l'entraîneur me demande à un moment donné un jour de lui faire une fellation, est-ce que ça ne vaut pas la peine de lui faire une fellation pour pouvoir accéder et être sélectionné dans l'équipe olympique? C'est ce système-là qui est en cause aujourd'hui et qui éclate au grand jour. Et nous avons, nous, spectateurs de sport, nous, citoyens, à mon avis, le devoir de commencer à exiger d'avoir un sport propre devant nous. C'est-à-dire un sport qui ne tue pas le sportif. Que ce soit par le dopage, que ce soit par les violences émotionnelles, que ce soit par les violences physiques ou que ce soit par les violences sexuelles. C'est-à-dire un sport, une machine qui ne broie pas les sportifs, les prend, leur donne une médaille et les jette. Ça a commencé quand j'étais en train de faire ma douche. Il me disait, bon voilà, quand tu sors de la douche, je vais te masser, etc. Et puis on était dans le camion à ce moment-là. Et j'étais toute seule, le camion il est à l'opposé de tout le monde, donc même si je criais, ça ne servira à rien. Donc, mais je me suis laissée faire et voilà. C'est assez invraisemblable. Des agents du ministère des Sports voient ce qui se passe et on ne met pas en place un plan de suivi, on n'interroge pas la fédération pour savoir ce qui se passe. On ne demande pas s'il y a encore des mineurs qui sont au contact de cet entraîneur. Je crois que les solutions doivent venir de plusieurs sources. Elles sont évidemment, elles participent d'une prise de conscience collective de la part du public, de la part des citoyens, nous tous. Elles sont des décisions fortes de la part de l'État, même si dans différents pays, l'État n'a pas du tout le même poids par rapport au mouvement sportif qu'il a en France. Et elles sont beaucoup, à mon avis, dans les mains des fédérations. C'est assez étonnant de voir ce qui s'est passé et de voir le changement qu'a opéré la ministre française dans son positionnement sur cette problématique. De façon globale, son positionnement était, je l'ai ressenti comme ça, et c'était ce qui ressortait de l'heure d'interview que j'ai faite, était de dire « je suis face à des fédérations puissantes et les outils dont je dispose sont compliqués, sont compliqué à utiliser. C'est pas facile de faire fonctionner, d'utiliser les CTS, les agents publics qui sont dispatchés à l'intérieur des fédérations. C'est pas facile de jouer sur les subventions parce que y a certaines fédérations, celles qui ont le plus d'adhérents, elles sont très riches. Et puis la bombe atomique du retrait de l'agrément, qui signe l'arrêt de mort d'une fédération, c'est une arme qui est très difficile à utiliser. Donc j'avais face à moi, en quelque sorte, une ministre qui me montrait pas qu'elle était désarmée, mais que c'était compliqué, qu'il fallait travailler avec les fédérations plutôt que contre elles. Eh bien, après l'explosion de l'affaire Disclose, après le travail du nouvel observateur et de l'équipe, eh bien là, j'ai constaté que Roxana Maracineanu faisait un papier dans Le Monde dans lequel il disait « on a besoin de plus d'État dans le sport ». Donc un positionnement presque opposé, un virage à 180 degrés. Donc je trouve que ce qui est étonnant aussi de remarquer, c'est donc évidemment de constater à quel point elle a été touchée et de montrer qu'elle, voilà, de réaliser à quel point elle a été
bouleversée par tout ce qui s'est passé. Hein. Je pense que tout ça est parfaitement authentique et aujourd'hui, elle veut elle a fait de cette problématique une priorité. Mais je crois que rien n'aurait été possible sans la pression du public. Le Comité international olympique est dans une position difficile. C'est déjà un petit miracle en soi d'arriver à mettre autant de pays qui parfois sont pratiquement en conflit ouvert à l'intérieur d'un même stade. Ils ont aussi une charte olympique qui a des objectifs extraordinaires. Le côté négatif, c'est que quels moyens ont-ils finalement d'imposer le respect de la dignité humaine? Donc, sur le papier, les intentions sont extrêmement louables, les objectifs sont très hauts. En pratique, les moyens d'imposer quoi que ce soit sont très faibles. Il doit forcer à un moment donné les fédérations à respecter la charte olympique, ce qu'elles se sont engagées à faire. Donc je ne vais pas en rester là, je ne peux pas en rester là. Je suis effectivement en train de terminer un livre qui sortira à la fin de cette année 2020, début 2021, qui s'appellera « L'entraîneur et l'enfant », puisque je crois que c'est important, malgré tout, de continuer une politique un peu d'électrochoc pour continuer à éveiller les consciences sur cette problématique, parce qu'elle le mérite. Il y a urgence.